Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle rencontre, un nouvel échange qui aujourd'hui sera très très instructif pardon, et j'en suis sûr passionnant. Alors c'est Christelle qui reprend aujourd'hui la place tant convoitée de modératrice dont on ne vous demande pas d'y croire. Et comme d'habitude, elle me transmettra vos questions que je poserai à mon invité dans la deuxième partie de l'émission. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet, le sujet des enfants et de l'hypersensibilité. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Estelle Olivier Hoth. On dit O ou Hoth, je sais pas. Oui, haute. Hoth, voilà, ok. Estelle, bonsoir et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir et bonsoir à tous. Alors Estelle, pour commencer, évidemment, tu n'es pas mondialement connue encore, ça va venir, et j'aimerais que tu me parles un petit peu de ton parcours. Tu te qualifies comme énergéticienne et thérapeute de l'âme. Alors qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser et te spécialiser dans l'hypersensibilité? Ouais. Oui, c'est tout un parcours de vie. J'ai commencé, là où ça a été le plus douloureux, on va dire, hein, vraiment à l'adolescence, quoi, ce passage un peu délicat. Donc évidemment, je suis hypersensible, mais ça, je l'ai découvert, au fil du au fil du temps et surtout qu'à cette époque-là, on parlait pas d'hypersensibilité, on était juste, très émotif, chiant, on avait tout plein de mots pour dire. Mais voilà, il y avait pas ce terme-là et c'est vrai que, l'adolescence, c'était vraiment pour moi très compliqué. S Beaucoup de souffrance et ça m'a emmené très vite, faire de la thérapie, en fait, pour essayer de comprendre, qu'est-ce qui se passe, au secours. Et aussi très vite une quête de sens, donc besoin de lire la Bible, alors que mes parents étaient pas du tout, dans la religion, mais voilà, chercher dans le bouddhisme. Donc j'ai commencé très vite, des méditations, dans le bouddhisme et de la thérapie, voilà, ça a été un peu tout mon parcours, à partir de là. Et après j'ai fait des études de pharmacie. Pendant tout le temps de ces études, il y avait cette recherche en fait d'aller mieux, de comprendre, de gérer cette hypersensibilité qui fait que tout est vécu de façon intense, que c'est compliqué avec les autres, qu'on ne sait pas quelle place prendre dans le monde. Alors je faisais mes études et c'est vrai qu'avec l'hypersensibilité, il y a souvent, un haut potentiel. Donc j'avais besoin aussi d'apprendre, donc j'ai cumulé les diplômes, j'ai fait une école d'ingénieur, j'ai fait un diplôme de commerce. Enfin voilà, j'ouvrais toutes les pistes pour savoir: «Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie?» Et arrivée à ces 8 ans d'études, je me suis rendu compte que bon, il y avait rien qui allait vraiment me plaire parce que, le cheminement intérieur continuait à se faire. Mais ne sachant pas quoi faire, j'ai commencé à travailler en pharmacie et puis, pendant 2 ans en industrie et puis il y a eu, ap 2 ans de pause, 2 ans de chômage en fait, où j'ai Ouais. vraiment pris le temps de découvrir, plein de choses dans la spiritualité, de partir en Inde, dans des ashrams, de méditer, beaucoup. Enfin voilà, je fais plein de stages pour essayer de trouver, mais qu'est-ce que je vais faire comme autre métier? Parce que je sentais bien que c'est pas là que j'allais vraiment m'épanouir, mais en même temps, il y avait rien qui me venait, ni le yoga, ni rien ne faisait vraiment sens. Et puis, il y a eu, un peu comme la lumière qui s'est, allumée au bout du tunnel et j'ai rencontré la gestalt thérapie. Et donc j'ai commencé une formation de gestalt thérapie. Tout s'est mis en place, par magie. Et en même temps, j'ai, commencé à travailler en pharmacie, donc là en officine. J'ai quitté l'industrie pour aller en officine où là, j'étais vraiment en contact avec les gens, donc j'étais beaucoup plus, épanouie, même si c'était des médicaments et que j'étais pas vraiment OK avec ça. Mais en tout cas, il y avait vraiment du conseil, de l'écoute, puis voilà, je conseillais des fleurs de bac, des huiles essentielles, donc je faisais mon petit univers, dans ce milieu-là et en parallèle, je faisais ma formation de gestalt Alors thérapeute c'est pendant consistant en 5 quoi la ans. gestalt thérapie? Alors, c'est vraiment une thérapie de la rencontre. En fait, gestalt, c'est la forme et c'est Mmh. vraiment quelle forme ça prend là dans la rencontre. Donc c'est plus une thérapie quelque part de l'instant présent où on va regarder, on va être attentif à qu'est-ce qui se passe quand je suis en relation avec l'autre? Comment moi je me sens en tant que thérapeute? Qu'est-ce qui émane de cette rencontre? Parce qu'en fait, ça parle de la, vision du monde qu'a la personne. Par exemple, une personne qui est timide, ça va se ressentir dans la Mmh. relation et c'est ça qu'on va mettre en lumière dans la relation présentement, en fait. On va pas forcément aller chercher, l'histoire de papa, de maman, comment ça s'est Mmh. passé, mais plutôt qu'est-ce qui se passe là dans l'instant et ça, je trouvais ça super intéressant parce qu'en fait, on utilise beaucoup l'écoute du ressenti et quand on est hypersensible, le ressenti, il Bien est sûr. bien développé donc du coup, on affine vraiment
En même temps, il est bien développé et en même temps, le mental prend tellement de place qu'on a du mal à écouter son ressenti et moi, au départ, c'était vraiment ça quand on me parlait de ressenti, je me disais: «De quoi on me parle, quoi?» Moi, il fallait juste, tu sais, il y avait 2 choix et il fallait que je réfléchisse et que je fasse toute la liste, du bien, du mal, du pour, du contre, donc écouter qu'est-ce que je ressens, ça avait pas sens, quoi. Donc la gestalt m'a vraiment appris à travailler ça, à être à l'écoute, à sentir, à vraiment déployer aussi les émotions. Mais par contre, au bout de ces 5 ans, pour moi, il manquait vraiment la dimension spirituelle que je n'arrivais pas à mettre dedans. J'arrivais pas à faire le lien et en parallèle, je cheminais toujours, hein. J'allais toujours en Inde, j'avais toujours cette, démarche. Donc moi, D'accord. j'étais beaucoup, auprès d'Amma, Ah, qui est vraiment, voilà, la tu as eu une droit femme. au Bah, ouais. J'ai beaucoup, accompagné, enfin quand elle venait, j'étais là pour aider et c'est vrai que pour moi, c'est vraiment, l'amour suprême, hein et bon voilà, en fait, c'était vraiment, bon une autre démarche à côté de méditation et donc j'essayais vraiment pour moi, l'humain, c'était pas juste même si on écoutait le ressenti, qu'on écoutait les émotions, il y avait pas que ça, quoi. Il y avait vraiment besoin de plus large et j'arrivais pas vraiment à relier les 2. Et en fait, une fois que j'ai fini ma formation, je me suis installée en tant que thérapeute, mais ça n'y allait pas, quoi. Il y avait vraiment quelque chose qui bloquait et en fait, je me suis dit: «Mais non, non, je peux pas, quoi. Il y a quelque chose qui est pas suffisamment qui intègre pas l'âme» et donc à ce moment-là, j'ai décidé de tout arrêter, enfin d'arrêter en tout cas la gestalt thérapie, mais d'arrêter aussi toutes les techniques de méditation que je faisais. ah oui, d'accord. Voilà, pour juste écouter ce que je ressentais et donc j'ai pris le temps de méditer comme je le sentais, de Mmh. laisser faire ce qui venait. Ça a été vraiment, un pur bonheur de juste faire ce qui venait et en fait, c'est là que, bah, les capacités d'énergéticienne se sont révélées. C'est-à-dire que quand je méditais, ben, je voyais il y a plein de choses, de mouvements énergétiques qui se faisaient, des visions sans que je cherche rien, mais vraiment je laissais faire et beaucoup la nuit parce qu'à l'époque, j'avais, mon fils qui devait avoir, je sais pas 5 ans et mon mari, donc je méditais surtout la nuit où moi j'étais tranquille Mmh. et en fait, je pouvais rester pendant des heures à sentir des mouvements énergétiques, à faire des il y avait comme des nettoyages en fait qui se faisaient, des libérations et l'énergie qui circulait donc j'arrivais plus à dormir donc ça a duré pendant 2 ans sans qu'en fait, je sache, ce qui se passait. Juste, ça me faisait du bien. Oh mais tu J'avais de dormais l'énergie, pas? Même sans voilà. dormir? Voilà, je dormais pas beaucoup. Alors c'était pas tous les soirs, mais c'était quand même régulièrement. Mais en fait, comme, bah, je pense que ça me nourrissait énergétiquement et c'est vrai que j'étais pas fatiguée. Mais voilà, je savais pas trop, ce que je faisais, mais en tout cas, j'étais bien. Mmh mh. Jusqu'à ce que je rencontre, un énergéticien qui m'a fait un soin. Donc c'était un peu par hasard parce que je serais jamais allée voir un énergéticien et ça a été vraiment la révélation pour moi parce que quand il a fait le soin, je sentais plein de choses, je voyais des choses, enfin vraiment j'étais là: «Waouh, Ah qu'est-ce ouais. qui se passe?» Et puis, et je lui dis: «Beh moi je veux faire comme toi» parce que je savais que la pharmacie, je voulais pas continuer, mais en même temps, comme il y avait rien d'autre à la place, voilà, ça restait en questionnement. Et donc quand j'ai senti ça, je dis: «Mais moi, je veux vraiment faire comme toi» et lui m'a dit: «Mais vas-y, tu es prête?» Et moi je dis: «Ben, non». Il me dit: «Bah, vas-y, si, commence sur ton fils, sur ton mari, sur des amis» et voilà et tout a commencé comme ça en fait Mmh. j'ai commencé avec les enfants de mes collègues, sur mon fils et puis petit à petit des amis et en fait, j'ai appris donc ce que je faisais sur moi, bah, en fait, je l'ai fait sur les autres. C'est-à-dire que moi, je me mettais en méditation et là, en faisant sur les autres, je me mettais en méditation en pensant à la personne. Donc je faisais déjà à distance, sans voir la personne et j'ai appris petit à petit à comprendre ce que je faisais et à affiner, mes ressentis et donc pendant 2 ans après, j'ai travaillé avec cet énergéticien, enfin j'ai organisé des tournées pour lui. J'ai essayé de me former avec lui, mais en fait ses techniques me convenaient pas, donc je sentais que c'était mon outil, ma façon. J'étais autodidacte en fait et que c'était ma méthode quelque part et donc voilà, mais ça m'a permis, le fait d'être avec lui et d'un autre enseignant aussi, Laurent Lévy. En fait, j'ai accompagné Laurent Lévy pendant 2 ans. Je sais pas si tu connais, c'était un Non, je connais pas. quelqu'un qui partageait dans la spiritualité, qui était assez connu, qui a arrêté et l'énergéticien, c'était Étienne Charret, donc qui lui continue, qui était québécois. Donc je m'occupais de ses tournées quand il venait, en France
Et donc c'est vrai qu'auprès de ces 2 hommes, bah, j'ai vraiment appris à affiner, mes perceptions, dans mes soins et en groupe, en fait et voilà et après je me suis, lancée. Et spécialisé dans, bah, la thérapie pour les enfants hypersensibles? Bah, alors ça, c'est venu en fait, c'est venu après. C'est-à-dire que ça a toujours été là, sauf que je l'avais pas formulé comme ça, mais je me suis rendu compte que toutes les personnes qui venaient à moi, c'était Ah ouais, essentiellement des enfants hypersensibles et des d'accord. femmes hypersensibles. Donc c'est vrai que ça a été, voilà, petit à petit, bah, je l'ai présenté comme ça parce que c'était les personnes qui venaient à moi Alors et c'est vrai ouais. que vas-y, Non, non, bah, je voulais continuer un peu sur l'hypersensibilité, mais vas-y, vas-y, vas-y. oui, juste sur ce passage, quand j'ai arrêté avec ces 2 enseignants, en fait, ça a été vraiment pour moi la bascule. C'était donc en 2017 où, beh, j'ai quitté la pharmacie, donc ça a été le grand pas. Donc j'ai arrêté avec eux, je me suis mis à mon compte, j'ai quitté mon mari, enfin ça a été Ah oui, le carrément, ouais, ouais. Ah marée ouais. 2017, je m'en souviendrai. C'est un peu le passage parce que souvent j'accompagne les femmes et un peu ce passage de la quarantaine où on a tellement envie d'être soi-même, on sait plus qui on est, il y a besoin comme ça de déployer ses ailes Mmh. et moi c'est vrai que ça a été radical donc le passage a été, douloureux aussi. Mais vraiment je sentais que c'était juste, il y avait vraiment quelque chose qui poussait à vraiment à ce que je ça y est maintenant, je m'envole et je fais vraiment ce qui me plaît, ce qui me paraît juste et autant dans les autres parcours, tu vois, je pouvais me poser des questions, autant là, c'était évident. Ce que je faisais, c'était évident, quoi. Non, mais c'est Donc voilà et donc en effet, c'est avec les hypersensibles que je j'accompagne. alors est-ce qu'il y a des critères bien définis pour diagnostiquer un enfant hypersensible ou une personne même hypersensible, même si c'est pas un enfant d'ailleurs? Ouais, bah, c'est un ensemble de critères. Alors pour moi, chaque enfant hypersensible est unique et donc il va y avoir des Ah ouais. variantes. Mais dans les critères qu'on donne, déjà, il y a une hypersensibilité émotionnelle et sensorielle. Émotionnelle, ça veut dire qu'ils sont facilement sensibles à la frustration, qu'ils aiment pas trop qu'on change, par exemple, si on leur dit qu'on va aller au parc et puis qu'on change d'habit, ça peut être un drame chez ces enfants-là, donc il faut pas trop, ils aiment pas trop le changement. Ça peut être, l'hypersensibilité, ils vont avoir des réactions démesurées à une situation, autant en colère qu'en tristesse. Donc les parents le voient petit à petit qu'il y a vraiment tout est à fleur de peau, tout est vécu de façon intense, en fait. C'est aussi des enfants qui sont facilement, anxieux, hem et qui sont vite touchés par l'émotion de l'autre. Donc ça, c'est vraiment le côté, émotionnel et après le côté sensoriel, ça va être des enfants qui, par exemple, ne supportent pas les vêtements certains vêtements ou certaines matières Ah d'accord. ou qui supportent pas certains goûts, certaines odeurs ou qui ont les sens aussi très développés. C'est-à-dire qu'ils vont sentir, des subtilités, entendre des sons que les autres n'entendent pas, donc ils sont aussi très sensibles au bruit. Donc c'est des enfants qui sont vite saturés, par le bruit ou enfin voilà, ils vont être dérangés, alors pour chacun, c'est différent. Il y en a qui auront pas ça, mais qui auront l'hypersensibilité émotionnelle. Il y en a, ça va être que sur le goût, que sur l'odeur, que sur les vêtements, enfin voilà. Mmh. Ça, il y a des variantes par rapport à ça. Après, on trouve aussi, ils ne supportent pas l'injustice. Donc en Ouais. général, c'est des grands justiciers. Il faut que tout soit carré pour tout le monde, toute l'égalité en fait est importante. Ils ont une difficulté souvent avec l'autorité, donc ça, on le voit à l'école surtout. C'est pas qu'ils ne veulent pas l'autorité, c'est qu'ils ont besoin de comprendre. Donc ils ont besoin qu'on leur explique et que ce soit juste. Donc ça revient avec l'histoire de justice. C'est des enfants aussi qui, donc j'avais dit l'angoisse, qui peuvent avoir des TOC, qui peuvent, soit se ronger les ongles, soit, par exemple mon fils, il se mangeait les manches ou les cols de t-shirt, donc il y a on sent vraiment qu'il y a une difficulté et puis après avec l'hypersensibilité, souvent il y a de la précocité, le haut potentiel. C'est-à-dire qu'il y a un en fait, c'est comme le système nerveux et le cerveau fonctionnent pas comme les autres, on va dire ça comme ça et donc ils ont une pensée très vive, hein, en arborescence. Donc souvent ils planent, ils réfléchissent à plein de choses, ils peuvent être très créatifs ou même s'ils sont pas créatifs, en tout cas, ils vont réfléchir à beaucoup de choses. Mmh. Ils ont des là où c'est difficile, c'est qu'ils ont des fois des conversations d'adultes où ils vont poser des questions sur la mort, par exemple. Beaucoup, ça dépend, 4 ans, 7 ans.
Et c'est ça qui est un peu déroutant, c'est-à-dire qu'ils ont des questions d'adultes ou des raisonnements d'adultes, donc des fois on a l'impression de dire: «Waouh» et puis en même temps sur d'autres choses, ils vont être comme des bébés, Mmh. c'est-à-dire très émotionnels, où ils arrivent pas à faire leur lacet, ils vont pas faire pipi quand il faut. Ouais, il y a ce décalage-là où on se dit: «Waouh!» en tant que parent, c'est hyper déroutant, donc ça on le voit surtout, dans la précocité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, comme critères? Ah oui, ils sont très fatigables aussi, c'est-à-dire que comme ils saturent très vite, Ouais. tout est vécu de façon intense, donc les émotions sont intenses. En plus, ils sentent celles des autres, plus le cerveau qui carbure, ils sont très vite, fatigables et donc irritables. Mmh, Voilà. d'accord. Ça se détecte vite, un enfant hypersensible? Est-ce que très tôt, avant qu'il puisse commencer à parler, on ou alors, faut vraiment qu'il y ait vraiment de l'interaction avec, une interaction, par la parole, heu, pour commencer à détecter cette, hypersensibilité? Ça dépend vraiment des enfants, ça dépend si elle est marquée. Hem, les parents qui ont déjà eu un enfant hypersensible vont le repérer assez tôt, vers Ouais, 3-4 ans, mais c'est souvent vers 3-4 ans. Ou alors si vraiment bébé, il a des comportements mais c'est plutôt en effet quand il y a le langage, parce que c'est là où on voit les comportements un peu disproportionnés et moi, par exemple, mon fils, je l'ai pas vu, parce que ouais, je suis hypersensible. Donc pour moi, ouais. c'était juste normal qu'il pleure facilement. Enfin et c'est vraiment plus l'entourage qui m'a dit: «Ah ouais, ton fils, il est sensible» et après c'est l'école qui m'ont parlé de précocité, donc lui, il était en CE2 quand ça s'est, voilà, quand on a commencé, le diagnostic. Mais bon, pour moi, c'était juste normal qu'il et souvent les parents, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils le repèrent pas et quand ils repèrent moi, quand je parle des enfants hypersensibles, souvent, les parents se rendent compte qu'ils sont hypersensibles. Parce qu'il y a Mmh. toujours un parent hypersensible quand il y a un enfant hypersensible, Ah ouais. avec le haut potentiel. Alors comment toi tu les accompagnes? Par exemple, il y a quelqu'un qui vient avec, un couple qui vient avec un enfant qui est hypersensible, qui a des gros problèmes, qui est submergé par ses émotions, qui a du mal à être «sociabilisé» entre guillemets. Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que toi tu mets de la spiritualité aussi dans ton Oui. accompagnement. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui poser des questions? Tu vas lui faire du magnétisme? Je dis ça, mais je n'en sais rien, hein. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors donc moi avec les enfants, je fais uniquement sur photo. Donc ça veut dire que je suis pas en contact du tout avec D'accord, l'enfant, sauf si l'enfant a envie et a besoin, ce qui est en fait super rare, parce qu'en général, ils ont juste envie qu'on leur foute la paix. d'accord. Ils ont pas envie d'aller voir quelqu'un pour la plupart. Ils ont pas envie de parler, ils ont pas envie qu'on parle de leurs problèmes. Donc c'est vrai que c'est plus simple, à distance. Donc c'est vrai que je les accompagne à distance sur photo, donc je suis en lien avec le parent qui me raconte, tout ce qui se passe et après je fais le soin à l'enfant. En général, l'enfant, est au courant, mais Mmh. pareil, s'il veut pas. Ah ouais. Donc moi, pour moi, c'est important la parole de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, s'il a pas envie, de savoir ou voilà, on c'est OK et si l'enfant est en opposition, on peut aussi ne pas lui demander son avis puisque c'est avec son âme que je travaille et donc j'ai pas forcément besoin de l'accord de l'enfant à partir du moment où les parents sont d'accord. Ça marche quand même, hein, même si, Ouais. l'enfant n'est pas d'accord, enfin, le côté physique de l'enfant n'est pas C'est-à-dire d'accord. que on va dire qu'au niveau du mental, hein, c'est pas d'accord, mais au niveau de l'âme, ça l'est Mmh. et quand ça m'est arrivé une fois de faire une séance à une petite qui avait tellement de soins, qui avait une maladie grave et j'ai senti que c'était: «Ouh là, qui c'est qui vient?» Donc il y avait quelque chose comme ça, puis hop, très vite ça s'est posé et après c'était tranquille et en Mmh. effet, elle avait pas envie qu'on en parle, mais bien sûr au niveau de l'âme, c'est OK, quoi. Alors qu'est-ce que tu lui dis à cette âme? Qu'est-ce que tu fais? Tu envoies de l'intention? Qu'est-ce que tu travailles sur ses émotions, à lui à distance? Comment tu fais? Alors en fait, moi je fais rien, c'est-à-dire que c'est comme si je me mets en présence de l'enfant et on va alors c'est toujours difficile d'expliquer, mais je me mets en présence de l'enfant et c'est comme si, on va dire que mon énergie met un peu le projecteur sur l'enfant et c'est son âme qui va se libérer de ce dont elle a besoin, au rythme où elle a besoin. C'est pour ça que j'ai pas besoin de l'accord de l'enfant, parce qu'en quelque part, c'est lui qui fait en ma présence. C'est-à-dire que c'est comme si mon énergie lui permet de libérer ce dont il a besoin. Et ce que je vois, en fait, c'est comme si ça vient un peu comme, tu sais, quand on rentre dans un bain chaud et ça vient détendre. Et ben, c'est un peu la même chose. L'énergie, c'est comme une énergie de bienveillance qui va venir, hop, mettre de la lumière sur ce qui a besoin d'être vu, libéré. Et souvent, ça vient d'abord libérer les protections, parce que quand l'enfant est blessé, très vite, il met en place les protections.
Et ces protections, elles s'expriment souvent par des crises d'opposition, des crises de colère, hem, ou de l'angoisse. Enfin, tu vois, il c'est son comportement est toujours en n'est que la conséquence de ce qui se passe, de façon plus inconsciente. Donc ça va venir d'abord un peu, on va dire, baisser les barrières de la protection, les lâcher, pour ensuite travailler sur les blessures et après travailler plus sur les croyances limitantes qu'il a sur lui-même, on en reparlera, et après sur la confiance en soi. Et donc tout mon travail, c'est de vraiment permettre à l'enfant de se déployer complètement dans qui il est, c'est-à-dire de reconnaître son unicité, de reconnaître qui il est et de l'exprimer au monde. Mais en toute simplicité, c'est-à-dire vraiment de se déployer dans son corps. Parce que souvent, les enfants hypersensibles sont soit trop dans le mental, soit énergétiquement, ils sont décalés. C'est-à-dire que les enfants très anxieux, leur énergie est beaucoup plus en arrière ou très étriquée. Moi, c'est comme ça que je le sens. Comme s'ils sont tout enfermés ou vraiment en arrière. Ou les enfants qui sont très hyperactifs ou leur énergie est beaucoup plus devant. Mais ils ne sont pas avec eux-mêmes. Donc, tout mon travail, c'est d'abord le remettre dans son axe avec lui et déployer son énergie dans tout son corps, en fait, dans toutes les cellules de son corps et pour que ces corps énergétiques se déploient. Donc c'est vrai que je travaille sur les différents corps énergétiques, Mmh. mais aussi sur l'axe, pour moi, l'axe tertiel, de vraiment être là dans ton centre, ce qui permet à l'enfant d'être beaucoup plus autonome, de pouvoir dire non. Enfin voilà, après ça travaille sur plein d'aspects. Mmh. Et pour le suivi, tu es en relation permanente avec, les parents? Pour Oui. savoir s'il y a eu une amélioration, s'il se passe quelque chose? Oui, pour moi, c'est un travail ensemble. C'est-à-dire que déjà, je fais un accompagnement sur un minimum de 4 séances jusqu'à 8, 10 séances, ça dépend des enfants, des fois plus selon, la problématique. Quand je fais la séance, je fais le retour aux parents juste après, où je lui explique ce que j'ai vu, ce qui a bougé, qu'est-ce qu'il peut mettre en place aussi pour l'accompagner au mieux. Et si besoin, je donne des huiles essentielles, des fleurs de Bach. Et avant la séance suivante, je leur demande de me faire un petit retour par texto de ce qui a bougé, de ce qui a pas bougé. Comme ça me permet de savoir déjà. Et je leur fais quand je fais le retour, on voit ensemble et en fait, on avance comme ça au fur et à mesure. C'est ce qui permet de savoir combien il faut de séances. En fait, une fois que l'enfant va bien, ben, c'est bon. Mmh. Et est-ce que tu le vois aussi enfin cette amélioration dans, bah, je sais pas moi, Mmh. dans l'accompagnement scolaire? Enfin, est-ce qu'il a des meilleures notes? Est-ce que d'ailleurs les hypersensibles, bah, sont de bons élèves? Ou alors, ils ont tous, des fois, enfin, peuvent avoir des difficultés, justement parce que socialement, ça peut être compliqué d'être, submergé à chaque fois par ses émotions? Alors oui, ça dépend des enfants. En fait, il y en a qui C'est sont bons à l'école et d'autres qui sont moins bons. C'est pas qu'ils sont moins Ouais, intelligents, parce qu'on en discutait tout ouais. à l'heure ensemble. C'est-à-dire qu'un enfant hypersensible, donc souvent qui a un intellect, très développé, a besoin d'être stimulé et donc s'il s'ennuie à l'école parce qu'en fait, il a déjà tout compris, eh beh, il va rien Ah, faire et donc ça peut mettre des enfants vraiment en difficulté ou justement parce qu'il y a l'injustice ou parce qu'ils s'entendent pas avec le professeur aussi, parce qu'ils ont besoin de ce lien affectif et donc si c'est difficile avec le professeur, ça va être compliqué. Donc là où le soin peut aider dans les retours que me font les parents, c'est souvent qu'ils se font plus d'amis, surtout les enfants qui ont du mal, qui ont pas beaucoup d'amis, mmh, bah, plus ils s'ouvrent, hein, dans ce travail-là, plus ils habitent leur corps, moins ils ont peur des autres, plus ils se libèrent de la croyance limitante: «Je suis nul, personne ne m'aime». Tout leur rapport au monde change et donc du coup, ils ont plus d'amis, ils peuvent être plus facilement en lien avec l'enseignant. Ils peuvent en effet plus facilement apprendre parce qu'ils arrivent mieux à se concentrer. Là, j'ai eu un garçon qui était vraiment complètement, perché. En fait, il était un peu comme dans sa tour de contrôle, mmh. et plus on l'a ramené au corps, bah, plus il est présent aussi à ce qui se passe. Alors après, sur les troubles de l'attention sévères, là, les soins sont pas toujours efficaces. Ça Ah. dépend. Chaque soin dépend, de chaque enfant. Il y a des enfants qui vont aller très vite, d'autres ça va être plus long et d'autres, il y a des choses qui vont pas bouger. Pourquoi? Comment? Et quand tu fais ces soins, est-ce que l'enfant le ressent en temps réel? Ou alors, c'est les parents simplement qui voient une amélioration et puis l'enfant n'en parle pas? Ou alors est-ce que c'est arrivé qu'un enfant en parle justement? Oui, alors ça dépend vraiment des enfants. J'ai eu des enfants qui l'ont vécu en temps réel et c'était juste hallucinant. Enfin, même moi, j'étais bluffée qu'ils le ressentent comme ça.
2 fois, c'est arrivé. La première fois, dans le soin, je sentais qu'il y avait beaucoup d'énergie, ça travaillait vraiment justement à habiter le corps et la maman m'a dit: «Pendant un quart d'heure, il sautait sur place». Ah ouais. Et la deuxième fois, ça travaillait, ce que je peux sentir souvent chez les enfants, c'est comme si à un moment donné, ils se regardent, tu sais? Ils se retournent et ils se voient, comme si leur âme se voit, je sais pas comment le dire Mmh. autrement. Ils se voient vraiment. Donc ça, c'est le moment magique pour moi parce que quand il y a ça qui se fait, ça y est, l'enfant, il s'est vu et là, il se déploie. Et à ce moment-là, la maman m'a dit: «Il est allé se voir dans le miroir». Ah ouais. Donc voilà. Après, j'en ai d'autres qui m'ont dit un petit garçon qui m'a dit: «Bah, moi, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un dans ma tête» Mmh. et il a senti de la détente. Il y en a un autre qui m'avait dit, je sais plus, mais oui, il y en a qui le sentent. Il y en a où c'est visible parce que petit à petit, ils se détendent et les parents le voient, s'affaler sur le canapé. Un autre petit garçon qui avait du mal à s'affirmer avec ses frères et sœurs, bah, pendant la séance, il a commencé à se battre avec ses frères et sœurs. Donc mais c'était super positif parce Mmh, que justement, ouais. il avait vraiment besoin Les de parents, ils ont peut-être pas apprécié, mais elle le savait, donc elle était au courant. Parce que c'est vrai que quand on fait un soin, il y a des choses qui se libèrent. Donc sur le moment, il peut y avoir des émotions qui remontent, comme pour ce petit garçon-là. Mais même après, dans la soirée qui suit, dans les 3 jours qui suivent, ça continue à travailler. C'est-à-dire que ça travaille au niveau subtil et ça a besoin de s'intégrer dans le corps. Et quand l'enfant n'a pas dit des choses et que là, ça libère, ben, par exemple, j'ai eu des parents qui étaient inquiets parce que l'enfant a commencé à parler. C'est-à-dire qu'il a parlé des problèmes qu'il avait à l'école, ah ouais. du harcèlement qu'il ne disait pas avant. Donc c'est vrai que les parents, du coup, bah, ils étaient un peu inquiets. Je fais: «Mais oui, mais c'est super parce qu'il parle». Donc des fois aussi, ils peuvent être plus en colère. Ils vont comme justement ça les remet dans leur force, ils peuvent s'affirmer plus. Donc au début, c'est maladroit. Ils vont essayer de donc il faut remettre du cadre. Donc oui, des fois, pour les parents, juste après le soin, ça peut être un peu houleux. Mais des fois, au contraire, l'enfant est plus calme. Et toi, quand tu fais les soins, dans quel état tu es? Donc en méditation? Tu, Oui, qu'est-ce que tu vois? Comment tu travailles? Comment tu, bah, je sais pas ouais. comment poser ma question, mais Oui, comment oui, je vois tu ce que vois tu ce veux que je dire. veux dire? Oui. Qu'est-ce que tu imagines? Qu'est-ce que tu imagines le corps? Tu imagines tes Non, mains? en fait, c'est comme si tu sais, comme quand on se branche au Wi-Fi pour avoir internet, bah, c'est pareil. Dès que je pose l'intention, enfin, dès que je me mets en méditation et que je suis en soin, moi je le sens, surtout comme si l'énergie, elle partait de la couronne, hem et hop, je sens que ça commence. C'est-à-dire que de suite, j'ai un ressenti. Donc moi, ça passe beaucoup par le physique, mais pas que. Mais au début, j'ai un ressenti, j'ai une ambiance en fait. Soit je sens que c'est serré, soit je sens que c'est embrouillé, soit, j'ai une image. Donc en fait, j'ai tous les canaux. Donc c'est surtout beaucoup dans le ressenti, physique perceptif. Mais je peux avoir des images quand ça travaille plus sur des émotions, je vais avoir des scènes, je peux avoir des phrases aussi. Par Ah ouais. exemple, les croyances limitantes, l'enfance qui se dit. Hem, ouais, les phrases, ouais, voilà, il y a un peu tout ça, mais ça peut être je sens, par exemple, quand c'est derrière, je sens que ça peut être du transgénérationnel ou de la mémoire. J'ai appris petit à petit, tu vois, il y Ouais, a à des codes, décoder. Ouais. mais c'est vrai que ça dépend énormément de l'enfant. Il y a des enfants où ça va juste se détendre et j'aurai pas grand chose à raconter aux parents et puis il y en a d'autres, selon leur énergie, je vais avoir plein de choses, ou je vais avoir des images. Là, récemment, j'ai une petite fille qui était très, la maman me disait: «Elle fait beaucoup de bruit, elle est très voilà, on l'entend beaucoup». Et en effet, l'impression que j'avais, c'est un peu comme un chiot, tu sais, qui pousse les autres chiots pour aller, pour aller téter et qui a besoin de faire sa place. Et bon, quand j'ai raconté ça à la maman, ça l'a fait rire parce que ça lui parlait vraiment. Donc tu vois, c'est des impressions comme ça, des images, des ressentis ou Tu as pas de dialogue avec l'enfant à distance? non, Non? non, 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 non. Mais par contre, c'est ouais, c'est comme si parce qu'en fait, on a différents corps, énergétiques. Il y a le corps mental, le corps émotionnel. Donc tu vois, selon là où ça travaille. Bah, si c'est dans le corps, mental, bah, là, j'ai les infos sur ce qui se raconte, les pensées, tout ça. Si c'est du transgénérationnel ou s'il y a des fois, j'ai eu des enfants qui étaient trop en lien avec la grand-mère, enfin la grand-mère était vraiment là. Donc pareil, ça peut travailler sur la grand-mère ou quelqu'un qui est décédé. Enfin voilà, ça peut être aussi des ambiances, des enfants qui ont eu des maladies graves, qui ont été à l'hôpital très tôt. Et là, je peux sentir, tu vois, l'ambiance de l'hôpital, comment ça a influé l'enfant. Tu le sais avant qu'il avait eu un traumatisme à l'hôpital ou alors, tu le découvres, par tes ressentis?
Ouais, pas forcément. En général, je demande aux parents de pas trop m'en dire. Je leur demande juste de me faire la liste de tout ce qui va pas. J'ai pas besoin de l'histoire Mmh. et après quand j'ai les infos, je demande si c'est vrai ou pas parce que ce que j'explique toujours, c'est que mes perceptions. C'est-à-dire que ça passe, c'est des comme si je mets en mots des vibrations, mais c'est pas une vérité du tout. Des fois, tu vois, il y a des vies antérieures ou des choses comme ça. Alors moi, je mets ce mot-là, mais en fait, j'en sais rien. Ouais. Et je leur dis toujours, c'est pas une vérité, c'est juste des infos. Si ça vous parle, très bien. Si ça vous parle pas, c'est pas grave. L'important, c'est que l'enfant bouge. Et c'est juste ce qui nous importe parce que, bah, avec une autre personne, il y aura d'autres filtres. Donc Mmh. moi, c'est sûr que ça va passer par mon imagerie. Tu travailles pas avec, bah, des guides, des défunts? Non. Non? Bah, les défunts, quand, ça m'arrivait en séance, notamment plus avec les adultes, de les sentir ou que ce soit la personne qui le sente et qui parle avec. Mais c'est pas, je dirais mon travail. Il y en a, c'est vraiment ça, mais Mmh. moi, c'est pas ça, voilà. Mais ça peut venir, et les guides, non, parce que ça me parle pas, Mmh. on va dire. D'accord. Je sais que c'est là, mais non, pour moi, c'est vraiment avec la présence. Mmh, Ouais, c'est d'accord. ça, plus ça qui me parle, tu vois? Parce que j'ai plus la dimension bouddhiste, la non-dualité, donc c'est plus dans mon mouvement, dans ma démarche, personnelle. Mmh. Et à ton avis, est-ce que, il y a plus d'enfants, heu, sur terre en ce moment qui sont hypersensibles? Ou alors est-ce que c'est simplement, bah, l'époque qui fait qu'on a pris, bah, cet état psychologique en compte quoi, c'est de nos jours, mais c'était pareil avant? Alors pour moi, il y a les 2, c'est-à-dire que, heu, bah, tous les parents d'enfants hypersensibles sont hypersensibles, donc il y a toute cette génération-là. Mmh. Mais en effet, on n'en parlait pas, on le diagnostiquait pas. Donc là, maintenant, on en parle plus, on le diagnostique plus et je pense que les énergies du moment fait qu'il y en a plus aussi et notamment, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi une hypersensibilité spirituelle. J'ai Mmh. des enfants qui voient des âmes, qui voient des présences, Ah oui. qui voient des auras. Alors c'est pas la majorité, mais il y en a et il y en a de plus en plus ou pareil, on en parle plus. Avant, ça existait aussi. Moi, j'avais mon ex-compagnon, c'était le cas. Enfant, il parle avec des défunts et donc à notre époque, on pouvait pas trop en parler ou on savait pas trop. Là, maintenant, comme les parents sont plus ouverts, on peut en parler plus. Donc il y a aussi tout ça qui s'est ouvert, tout le dialogue, on est plus à l'écoute des enfants aussi, donc on écoute plus leurs émotions. Mmh. Oui, est-ce qu'il y a des aides? Alors là, c'est une question pratique, hein, pour les enfants, qui sont diagnostiqués hypersensibles. Est-ce qu'il y a des aides comme, ou des aménagements pour l'éducation comme pour la dysgraphie, la dyslexie et cetera? Est-ce que c'est pris en compte comme un handicap? Alors, oui, alors pas l'hypersensibilité, mais en tout cas la précocité. Donc en effet, parce que des fois les parents me demandent: «Est-ce qu'il faut faire un test, le test de Mmh. QI?» tout ça. Donc moi je recommande de le faire quand l'enfant est à l'école et qu'il est en difficulté parce qu'il peut avoir ce qu'on appelle le PAP, et après il y a peut-être plein Ouais. d'autres aides, qui aident justement surtout les 10, parce que souvent ils ont des 10 et donc ça permet déjà au corps enseignant de savoir que, bah, oui, cet enfant par exemple, hein, on voit beaucoup, ils ont du mal à écrire Et rapidement. ouais. En fait, comme l'enfant hypersensible, il a son mental très développé, il part vraiment là-haut et c'est difficile pour lui de revenir sur terre et surtout de mettre en action. Donc d'écrire, c'est compliqué, d'avoir des activités répétitives, c'est compliqué et donc en effet, ça peut être intéressant, des fois de faire le diagnostic pour avoir ces aides-là et que les enseignants fassent attention à ça. Après, ça va dépendre des enseignants, des écoles, tout, Mmh. moi, j'ai eu la chance pour mon fils d'avoir une super enseignante pendant 2 ans, en tout cas, même 3 ans. Donc il a eu beaucoup de chance et qui a pu, adapter. Mais bon, Mmh. après c'est pas le cas, pour tout le monde, quoi. Est-ce que les enfants toi qui étais hypersensible, tu vas pouvoir me renseigner, est-ce que les enfants hypersensibles sont attirés par les autres enfants hypersensibles? Alors oui, moi, ça a été vraiment ce qui m'a aidée à accepter que mon enfant le soit. Parce que j'avais pas du tout, tu vois, avec la gestalt, on met pas d'étiquette, enfin, ça faisait pas sens de me dire: «Ah, je vais faire un test, précocité, tout ça». Vraiment, ça faisait pas sens et il était accompagné par une ostéopathe qui avait l'habitude de ces enfants-là et elle m'avait dit: «Regarde qui sont ses amis et tu verras qu'il a Ah ouais. il a eu des enfants comme ça». Et en effet, j'ai regardé et je fais: «Waouh!» Tous ses amis étaient hypersensibles. Alors chacun différemment, il en a un qui est très haut potentiel et hyper émotif
est hypersensible spirituellement et il en a d'autres, c'est moins visible, c'est une autre sensibilité, c'est d'autres, mais tous ses copains le sont. Mmh. Et en effet, bah, oui, parce que, c'est des enfants qui vont pas forcément chercher des enfants qui sont dans la bagarre. Ils Mmh, vont ouais. avoir besoin d'être avec des enfants qui vont prendre soin d'eux, qui vont les écouter, mais aussi avec qui intellectuellement ils vont pouvoir échanger parce qu'ils ont besoin que ça percute. Donc souvent ils se regroupent. Mmh. Est-ce que c'est ce qu'on appelle un peu les enfants indigos, les enfants cristal? Est-ce que ça fait partie de cette catégorie, ces enfants hypersensibles? Bah, il paraît. Alors après moi je suis pas Non, spécialiste, ni moi, c'est de pour ça, ces hein. enfants-là, donc je saurais pas dire, C'est il peut-être y en a qui. l'avenir de l'humanité. Ça pour moi c'est sûr parce que l'humain, pour moi c'est être humain en fait, être sensible. Et plus on va développer cette sensibilité parce que les hypersensibles sont profondément gentils, sont profondément empathiques et ce qui est douloureux, c'est que ce monde ne l'est pas quelque part. Enfin, notre société est assez patriarcale, donc elle commence à évoluer. On commence à écouter les émotions des enfants à l'école, à proposer la méditation. Enfin, ça évolue vraiment. Moi, je l'ai vu en 5 ans parce qu'il y a 5 ans, j'annonçais pas comme ça que j'étais énergéticienne. Enfin, moi, je suis dans un petit Ouais. village, tu vois, je sentais que c'était quand même, on était là, maintenant, tout le monde, enfin, nous, là où je suis, à Naïou, je sais pas, il y a au moins 6 ou 7 énergéticiens. Alors, chacun Ah dans ouais, sa spécialité, ouais. mais c'est là où je trouve que c'est magique. Et même dans les écoles, enfin, ça bouge vraiment, les parents bougent. Donc, oui, c'est vraiment la sensibilité, pour moi, c'est ce qui fait qu'on est humain, quoi. C'est Est-ce l'expression de l'âme, en fait. est-ce qu'on est chanceux alors quand on a un enfant hypersensible? Bah, alors il y a des des bons côtés et des moins bons. Ouais, dans C'est une l'hypersensibilité, aventure en tout cas. c'est ça, c'est une aventure et ce que je dis souvent, c'est que, bah, on l'est à vie. Donc il y a des côtés qui sont douloureux parce que tout est percutant et même moi, dans mon cheminement, je sens qu'il y a beaucoup plus de paix, c'est beaucoup plus tranquille, mais ça n'empêche que je suis, touchée aussi profondément et que, ben, oui, accueillir une émotion qui ébranle, ben, c'est pas toujours, évident. Donc des fois, on aimerait juste avoir la paix. Ouais. Donc on trouve des astuces pour, bah, pour se protéger quelque part, c'est sûr qu'il y a des endroits où on va pas aller, il y a des films qu'on va pas regarder, il y a des musiques qu'on va pas écouter et en fait, c'est juste apprendre à gérer sans non plus se protéger. Mais voilà, il y a juste une juste dose à trouver et ben, pour les enfants, c'est pareil et bon voilà, pour eux, c'est pas toujours évident non plus, mais c'est je pense aussi, que le monde a besoin d'évoluer. Mmh. Les parents, ils doivent se sentir des fois coupables un petit peu de pas arriver à maîtriser, son enfant, enfin pas maîtriser, à éduquer comme ils voudraient son enfant. Est-ce que toi, tu aides aussi les parents aussi à Ouais, moi, c'est ma priorité, c'est que les ah, parents, ils déculpabilisent parce qu'on a trop dit aussi que c'est quelque part la faute des parents dans le sens où, bah, si on fait ça, ça a un impact. Oui, c'est vrai, plus on est bienveillant, plus ce sera bénéfique pour l'enfant, ça c'est sûr. Maintenant, pour moi, dans ce que je vois, l'enfant, il arrive avec ses bagages. C'est une âme qui arrive et donc selon ses mémoires, il va et on le voit d'ailleurs, l'enfant, même le bébé, on le sent, chaque enfant est unique et il va pas réagir de la même façon. Et donc s'il réagit pas de la même façon, c'est qu'il arrive déjà avec un acquis et de par ses mémoires, il va interpréter le monde à sa façon. Et donc vous avez beau, par exemple, dire à un enfant: «Je t'aime», être bienveillant avec lui, si déjà il arrive avec la croyance: «Je suis nul, personne ne mmh, m'aime», il va pas pouvoir recevoir cet amour. C'est pas que les parents y font mal, c'est juste que l'enfant ne peut pas le recevoir. Et ça, pour moi, c'est important. C'est-à-dire que, oui, en tant que parent, on fait du mieux qu'on peut, avec aussi nos bagages, avec aussi l'éducation qu'on a eue. Moi, j'ai eu une éducation à la fessée. Donc autant dire, sur une hypersensible, ça fait des marques. Ma priorité, c'était de ne pas frapper mon fils. Et ça a été vraiment compliqué au début. Et heureusement, j'avais son papa qui n'avait pas connu ça. Donc pour lui, ça ne lui venait pas à l'idée. Donc c'était hyper soutenant pour moi. Mais voilà, en même temps, bah, j'ai fait du mieux que j'ai pu avec mes bagages, avec mes casseroles et lui, avec aussi la mémoire qu'il arrive, ben, il prend ce qu'il peut prendre, quoi. Et donc pour les parents, en effet, c'est de juste faire du mieux qu'on peut, en effet et faire une éducation bienveillante. On essaye de pas punir, on essaye de pas taper, on essaye de pas crier, mais bon, en même temps, on fait ce qu'on peut et quand on crie ou quand on tape
et ben, on en discute après, on s'explique et ça, l'enfant, il est hyper sensible à ça. De pouvoir dire: «Bah, là, j'ai fait une erreur, là, je me suis emportée, c'est pas ce que je voulais faire». Et aussi, pour moi, c'est hyper important qu'en tant que parent, de pouvoir dire quand on a une émotion. Mmh. Et souvent, j'ai des mamans qui me disent: «Ah bah non, je veux pas l'inquiéter», mais l'enfant, il le capte direct. Déjà parce que c'est des enfants hypersensibles, mais même un enfant, Maria Montessori le disait très bien, c'est des éponges au début. C'est comme ça qu'ils apprennent. Donc en fait, ils sentent les ambiances. Donc ils sentent quand il y a, une émotion, quand il y a quelque chose et s'ils sentent de la tristesse et que vous lui dites: «Non, tout va bien», bah, l'enfant, ça fait un décalage. Alors que si on lui dit: «Bah oui, je suis triste», sans forcément lui raconter pourquoi, bah, au moins il peut faire confiance à ses ressentis et puis surtout, il va pas se l'approprier parce qu'un enfant hypersensible a toujours tendance à croire que c'est de sa faute. Mmh. Donc voilà, c'est d'être Mmh. le plus authentique, possible. Bon, pas frapper les enfants quand même. Non, Non, ça, non, non. voilà, mais en même temps, quelqu'un qui a justement été frappé, ben, ça peut partir spontanément, ça peut arriver et le tout, c'est pas en faire un drame, c'est de pouvoir s'excuser Bah, ça et de dépend faire comment c'est frappé, hein. C'est oui, tout est on est là. d'accord, Si c'est une bien petite sûr. frappe sur les fesses, d'accord, mais bon. Ah oui, oui, bien sûr. Bah, après évidemment, ça demande de se faire accompagner. Ça, Ouais. c'est clair que pour moi aussi, aider un enfant, c'est d'abord faire un travail sur soi en tant que parent. Ça, c'est évident. Bon, ça, voilà. Pas de fessées. Moi, je suis Oui, contre. oui, on est d'accord. C'est pas ce que je dis, hein. Oui, c'est pour ça, L'éducation je à la préfère fessée, ça préciser fait quand que des même. ravages, on est Voilà, je d'accord. préfère préciser parce que je suis sûr sinon il va y avoir 1 milliard de commentaires. «Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle approuve les châtiments corporels, mais qu'est-ce que c'est que ça?» Ah Donc non, 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 pas non, du tout. Non, vas-y, non, absolument pas. clarifie la situation parce que sinon Non, mais en même temps, combien de parents ne veulent pas le faire et où ça part et pour moi, c'est important aussi de voir nos limites, quoi. Combien aussi on crie alors qu'on voulait pas crier ouais, bon, et donc c'est juste, être OK avec ça et en effet, par contre, se remettre en question et aller regarder ce qui se passe. OK. Alors est-ce que, tu veux qu'on passe aux questions des internautes? Avec Parce qu'il y plaisir. en a plein. Bah, alors, avant de passer aux questions des internautes, je vais faire mon petit exercice qui parfois ne plaît pas à tout le monde. En effet, ma chaîne ne serait pas l'endroit approprié pour vous parler de mon livre. Alors oui, je suis fier de vous parler de ma création, de ma co-création avec mon ami Laurent-Jacques Costa, et je suis fier de vous en parler sur mon autre création qui est ma chaîne On ne vous demande pas d'y croire. Alors j'embrasse quand même les mécontents, mais encore une fois, je parlerai de mon livre. Désolé. Alors, dans ce livre qui s'appelle Parce qu'on ne vous demande pas d'y croire, on évoque mon parcours, mais aussi et surtout énormément d'anecdotes autour de ma chaîne YouTube à l'occasion des différentes interviews menées depuis plus de 4 ans, hein, avec des révélations en in, en off, bien sûr, et bah, des histoires de défunts, l'apparition de Napoléon III au pied du lit de Marie-France Cazot, ou encore des échanges entre Florence Hubert et la victime d'un odieux assassinat lors d'une enquête policière. Chris Mila ou Daniel Dubois vous parlent aussi d'interventions dans l'astral sur des corps énergétiques, avec, vous le verrez, des rencontres assez troublantes et des choses effrayantes, mais tout est positif. Vous allez le voir, j'ai essayé de rendre ce livre très positif et puis, ben, voilà, qui donne beaucoup d'espoir. Alors, tous ces témoignages que j'ai recueillis, ben, ils offrent une vision de ce que sont les mondes invisibles, ce que j'ai compris de ces mondes invisibles et ce que nous sommes réellement par rapport à tous ces mondes de l'au-delà. On les appelle comme on veut, hein. Voilà, ouais, c'est une belle synthèse et que je ne peux que vous conseiller. Heu, voilà, elle réunit un panel d'expériences, de visions très larges et offre une image assez complète de ce qui se passerait dans notre réalité autre que physique. En tout cas, c'est ce que moi j'ai compris et ce qu'on m'a dicté au travers tous ces interviews. Donc voilà, j'ai fait mon exercice et tant pis, pour toutes les personnes qui n'aiment pas que je fasse cet exercice, mais je les embrasse très chaleureusement quand même. Voilà, maintenant je vais lancer le générique des questions et on peut reprendre le cours de l'émission. Voilà, ça y est. Alors je remercie Christelle pour toutes ces questions qu'elle m'a envoyées. Je lui fais de gros, gros, gros bisous. Voilà. Allez, c'est parti. Première question. C'est Freedom. Bonjour, comment faire pour canaliser l'hypersensibilité? Canaliser. Ouais, Alors je sais pas trop ce bah, qui peut-être veut dire. là. Est-ce que c'est apprivoiser?
C'est de ça, on va dire le mot apprivoiser. Je pense que c'est Ouais. ça. Bah, tout dépend comment elle s'exprime parce que pour moi canaliser, j'entends quelqu'un qui peut être hyperactif, donc je sais pas si c'est ça ou alors si c'est, justement des émotions débordantes. Pour moi, ce qui aide le plus, c'est vraiment de revenir au corps. C'est vraiment l'endroit, qui va, le plus apaiser. C'est-à-dire, soit faire des enfin après je sais pas si c'est pour un enfant, mais ce qui marche bien avec les enfants, c'est les massages, les ramener au corps. Parce que soit ils sont trop dans les émotions et donc tout leur champ énergétique est un peu, survolté, soit ils sont trop dans la tête. Donc ça va être de faire des massages. Alors souvent je raconte le fait de faire des massages avec les animaux, c'est-à-dire on fait l'éléphant, on fait le serpent, on s'amuse comme ça, pour que l'enfant ait envie, selon l'âge de l'enfant. Mais ça peut être aussi, des jeux de lutte, un peu comme au judo, pour que l'enfant il sente sa force et qu'il y aille et que plus il va exprimer par les jeux de lutte, plus il va libérer la peur qu'il a accumulée dans la journée et toutes les saturations qu'il a eues dans la journée. Mais pour certains, ça va être de sauter sur place, de faire des parcours. Enfin voilà, il faut vraiment, utiliser le corps. Ça, c'est la première chose et toujours aussi être à l'écoute de l'émotion de son enfant, c'est-à-dire repérer et sentir s'il va pas bien, de prendre le temps d'être pleinement présent à l'enfant. Parce que aussi souvent, les parents, enfin surtout les mamans, elles font 36 000 choses à la fois et du coup, l'enfant s'il parle et qu'il se sent pas entendu parce que vous êtes en train de penser à la liste de courses, parce que vous faites à manger, tout ça, bah, il va pas pouvoir complètement, déployer son émotion. Donc il a besoin, ne serait-ce que 5-10 minutes, que vous soyez vraiment là, totalement présent pour juste l'écouter et rien que ça lâche. Et moi, mon fils, je vois, des fois, c'est juste en passant le pied de la porte, il sait que voilà, ici, il peut lâcher et du coup, pouf, ça lâche de suite, ça dure 5-10 minutes et c'est parti. Mmh. Et après, il passe à autre chose. Et Hop, plus, ce que je disais, hein, plus nous on le fait, moi je lui dis: «Bah, là, il y a une tristesse», je prends le temps, j'accueille et puis hop, je reviens. Du coup, bah, ils apprennent aussi par notre manière de nous gérer nos propres émotions et de leur montrer. OK, OK, on continue avec, Sabine. Bonsoir, soignez-vous aussi les autistes? Oui, ouais, ouais, j'en Ouais. ai eu beaucoup, ouais, parce que, bah, pareil, les autistes, ils ont plein de parcours, à droite à gauche et que, bah, c'est compliqué de les emmener et les autistes sont hypersensibles, donc oui, oui, j'ai eu tout un accompagnement. Alors c'est vrai que chez les autistes, souvent, c'est après, là, il y en a que j'accompagne depuis 2 ans, donc on fait une séance par mois à chaque fois qu'il y a besoin et à chaque fois, ça lui permet de se détendre et du coup de limiter les peurs. Je me souviens la première séance avec lui, il avait peur de la pluie, il avait peur de la tempête, il avait peur du vent et en fait, c'est comme si son corps était vide et que le vent passait à travers lui, tu sais, il y a aucune protection, et c'est souvent ça chez les hypersensibles, pas que chez les autistes. C'est comme si le corps énergétique est tellement perméable que tout passe et donc en fait, le fait de le renforcer, ça a permis, bah, qu'il y ait beaucoup moins de peur, qu'il s'apaise, que petit à petit, il rentre en lien avec le chat. Enfin, il y a eu énormément d'évolution, chez ces enfants-là, ouais. Toujours à distance? Toujours à distance. OK. Ouais. Rose, comment aider son enfant qui a du mal à s'endormir depuis tout le temps, malgré suivi psychologique et propositions, musique, discuter et propositions d'écrire ou dessiner pour aider, et cetera, et cetera? Bah, la première chose qui me viendrait, après ça dépend de la cause qui fait qu'il dort pas, parce qu'il y en a qui sont trop, survoltés, qui l'énergie circule trop et donc du coup, bah, ils peuvent pas s'apaiser. Ça peut être des angoisses, en fait, il peut y avoir plusieurs causes. Mais ce qui peut essayer marcher peut-être, hein, à tester encore, c'est, bah, les massages, ce dont je parlais. Les Mmh. massages avant le coucher, mais aussi l'huile essentielle de petit grain bigaradier, donc je sais pas l'âge de l'enfant, hem, ou l'huile essentielle d'orange, ça c'est à partir de 3 ans, ou de la mandarine. Enfin voilà, c'est des huiles essentielles qu'on peut mettre, sous la plante des pieds à diluer et qui peuvent aider, au sommeil. D'accord. Et ça, c'est très général, hein, après Mmh. ça dépend toujours de l'enfant. Myriam qui demande: «Je suis enseignante avec des élèves, je suis sensible à ces enfants. Je me pose beaucoup de questions sur comment accompagner ces enfants dans l'école d'aujourd'hui. Avez-vous des conseils?» Alors j'ai fait une conférence avec, Sophie Jubin qui justement accompagnait ces enfants-là, donc elle peut aller voir sur ma chaîne YouTube, elle y est et elle donne des astuces, notamment comment elle a fait avec les enfants. Mais pour moi, c'est vraiment, l'écoute et surtout proposer, elle, ce qu'elle avait mis en place.
C'est de proposer des outils de la pédagogie freinée qui permet que l'enfant aille à son rythme, hein. C'est-à-dire, il peut aller plus vite en français quand il y a des fiches à remplir et du coup, il peut évoluer à son rythme et ces enfants-là ont besoin de faire s'ils ont besoin d'aller vite parce que ça percute vite, de pouvoir, avancer. Et puis elle avait fait un espace où ils pouvaient se relaxer, un temps d'échange le matin sur les émotions, comment chacun se sent. Donc elle utilisait beaucoup la communication, bienveillante, la CNV. Mmh. Donc voilà, c'est vrai que c'est vraiment mettre les émotions au cœur, mais aussi la stimulation et que l'enfant puisse avancer à son rythme. OK, Marie qui demande: «Bonjour à tous, question, jusqu'à quel âge ces soins sont efficaces?» De 0 à 99 ans, il y a pas d'âge, Alors ouais. les centenaires, c'est pas possible. Non. Si, si. Non, mais c'est vrai, j'ai eu des bébés dans le ventre, des bébés tout court, Des bébés dans le et ventre, pardon, des ouais, des bébés femmes enceintes et le bébé qui est dedans, quoi. Donc des fœtus. donc Donc j'ai fait le in soin, utero, oui, tu travaillais sur le corps, sur ouais, l'enfant? ouais. Oui, il était à quoi? 8 mois avant l'accouchement, il y avait eu beaucoup de stress et donc du coup, je travaillais sur la maman et sur le bébé. D'accord, tu sentais que le Ouais. gamin était stressé, enfin l'enfant était Pas stressé. tant que ça, mais oui, il avait vraiment besoin de se poser, ouais. Ouais, ouais. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu fais ça? Ben, pareil qu'avec les Pareil? enfants, je ressens l'ambiance, comment il se sent, comment il est, s'il est stressé ou pas, qu'est-ce qu'il y a, enfin, ouais, ouais, parce que l'âme est là déjà. Alors pendant la grossesse, l'âme, elle fait des allers-retours. Moi, je l'ai senti quand j'étais enceinte et bah, elle fait des allers-retours, mais elle est là, quoi, et à 8 mois, oui, oui. Mmh, d'accord. Et donc après, il y a pas de limite d'âge puisque j'ai des adolescents, j'en ai eu à 19, 20 ans, enfin, alors avec les plus grands, donc 19-20, on peut commencer à faire, comme avec les adultes en direct. Donc là, je fais par téléphone ou par visio comme ils veulent ou à distance en fait. L'enfant choisit à partir du moment où il est adolescent. Adolescent, c'est un peu tôt pour faire en direct parce qu'en direct, là, j'accompagne vraiment la personne à sentir ce qui se passe pendant la séance et d'avoir elle-même ses prises de conscience. Donc voilà, j'accompagne pour qu'elle sente l'énergie qui circule, les émotions, enfin ce qui remonte à la surface. Donc il faut que l'enfant, donc elle a 19, on est plus sur un adulte, soit suffisamment capable d'être à l'écoute de ses ressentis, de pouvoir se concentrer. Mmh. OK, OK, pardon, ouh là là, je me suis trompé de vignette. Voilà. Maïlis qui demande: «Comment évacuer les réminiscences de ces sentiments et sensations que vous avez si bien décrits quand on est devenu un adulte, heu, et un adulte plus très jeune?» quoi, voilà. Ces réminiscences, alors ce Bah que j'entends, c'est, des émotions qui bah, qui tout reviennent, c'est ça? ouais, c'est ça, c'est toutes les émotions qu'on avait, qu'on a eues quand on était, hypersensible. Quand Ouais, ça enfin, qu'on n'avait pas travaillé dessus et voilà et quand on est adulte, ben, des fois ça revient. oui, quand ça remonte, bah, déjà, c'est d'en être conscient quand ça revient. Alors les enfants sont un bon moyen, mais pas que. Toutes les relations, en fait, dès qu'il y a une émotion, dès qu'on sent que ça se contracte, dès qu'il y a quelque chose qui vient faire bouger quelque chose dans le corps, c'est que ça vient toucher une blessure, ça vient toucher, une mémoire ou quelque chose. Et donc c'est vraiment de prendre le temps quand on peut, de s'isoler ou de revenir dessus et de prendre le temps d'accueillir pleinement, d'être à l'écoute et moi, c'est tout mon travail quand je suis avec les adultes, c'est d'être à l'écoute de ce qui se passe physiquement, pas avec la tête. Donc on lâche le mental parce que le mental, lui, va tout contrôler et par le mental et c'est ce que j'ai vu avec la gestalt, en fait, parce qu'on passait quand même aussi par le mental. Quand on reste au niveau du mental, on résout rien. On a tout compris, alors on peut tout Ouais. raconter sur papa, maman, tout ça, mais ça change rien. Pour que ça bouge, ça demande d'aller vraiment dans le corps, dans les sensations, pour que ce qui restait inconscient remonte à la surface. Parce que le corps, lui, et les corps énergétiques ont tout engrammé, en fait. Ils ont stocké, toutes ces mémoires-là, enfin, sur différents plans et donc pour pouvoir le libérer, ça demande d'être totalement avec la sensation et donc d'accepter de traverser ce qui remonte quoi, ce qui émerge. Mmh. Effectivement. Et c'est vrai que des fois, ça demande d'être accompagné parce qu'on a nos propres protecteurs et des endroits où on peut pas aller seul parce qu'il y a trop ça a été trop douloureux et on a besoin de l'aide de quelqu'un pour être accompagné. Donc moi, je me fais toujours accompagner quand il y a des gros trucs qui remontent parce qu'on Ouais. est tout le temps enfin moi je vois avec mes amis, on est tout le temps en cheminement en fait. On a tellement accumulé, depuis la naissance et puis toutes les vies d'avant que, sans non plus, tout faire le travail, mais quand quelque chose remonte,
parce que tout peut faire remonter. Moi, j'ai eu des enfants, un petit garçon de 4 ans où il y avait vraiment une vie d'avant qui était très présente. Mais même moi, je l'ai vécu avec des compagnons où la rencontre fait émerger une vie vécue ensemble et donc une mémoire, une peur qui apparaît alors qu'elle n'y était pas avant et qui demande juste d'être vue et libérée. Bah, le compagnon, il a intérêt à être un peu ouvert aussi là, parce que si Bah, tu lui après, parles si oui, on si peut le tu lui faire tout parles seul. de oui, voilà, mais bon, Oui, oui, bien sûr. Bah, si tu vas lui oui, parler: oui, «Oui, oui, oui, on mais s'est rencontrés dans une, vie, mais c'était au Moyen Âge, hein, c'était au Moyen Âge», non, heu, non, mais quand je dis ça, c'est pas forcément même l'histoire, mais tu vois, quand tu sens, enfin, moi, ça m'est arrivé justement une peur. Il rentrait chez sa mère en voiture et j'étais terrorisée, alors que c'est vraiment pas du tout le mmh, genre de peur que j'ai, quoi. Et donc, moi, je suis allée la travailler avec quelqu'un à ce moment-là. Je lui en ai pas parlé, mais voilà, j'ai senti que non, là, c'était pas normal ouais. d'avoir peur là qui débarque. Et donc, On continue avec, Mel. Bonsoir. Est-ce que l'hyperactivité et l'autisme diagnostiqué peuvent être fondus avec l'hypersensibilité chez l'enfant? Ou confondus plutôt, je pense qu'elle voulait oui, dire, en fait, ouais. on essaye de mettre des étiquettes, mais vraiment, il y a des endroits où c'est entre 2. C'est-à-dire que dans l'autisme, il y a tellement d'autismes différents. Il y a l'autisme Asperger, mais il y a même dans cet autisme-là, il y a plein de variantes. Mmh. Et dans l'hypersensibilité aussi. Et il y a une frontière aussi entre les 2 où c'est mélangé. Et donc, voilà, on essaye de mettre des étiquettes parce que pour l'accompagnement, c'est plus facile et tout ça, mais oui, hypersensible est unique, Mmh. vraiment. Mmh. Une belle question là de Maëlys. D'après vous, quelles peuvent être les suites de cette hypersensibilité ignorée ou contrariée chez les enfants, physiquement et psychologiquement? Hem, bah, la souffrance. C'est-à-dire que toute La sa vie, il y aura ce problème, il aura des difficultés à, bah, gérer ses émotions tout le temps? Bah, forcément, à un moment donné, surtout à l'adolescence, mais même plus tard, ça questionne tellement, c'est tellement souffrant qu'on se met en chemin. Enfin, on le voit beaucoup dans le milieu spirituel ou dans le développement personnel, c'est souvent la souffrance qui nous amène à se remettre en question et à chercher. Et pour moi, c'est aussi pour ça que j'accompagne les enfants, parce que si c'est fait tôt, si l'enfant vraiment se reconnaît et se déploie dès le plus jeune âge, beh, c'est vachement plus facile. Purée, moi, si j'avais eu ça et c'est pour ça que je le fais avec les enfants, parce que voilà, le parcours, il a été long et c'est vrai qu'à notre époque, on n'en parlait pas. Mais puis voilà, donc Mmh. OK, OK, on va continuer avec, avec Victoire. Ah bah, tu as répondu déjà tout à l'heure. Comment un hypersensible peut évacuer? Tu ouais, parles du corps. oui, Mmh, beaucoup. Pour mmh. moi, c'est le corps. Ça peut être par la danse aussi, la danse intuitive, Bah, c'est toujours le corps. et ouais, pour moi, c'est le corps. Mmh. Et de Ro pouvoir parler, d'avoir quelqu'un aussi qui peut ah oui, ça c'est écouter, important ça. mais qui peut écouter pareil, à partir d'une présence, c'est-à-dire pas au niveau du mental, en étant pleinement à l'écoute de l'autre et pas en répondant. Quand on a une émotion, on a besoin quelque part de déverser, de pouvoir le dire, mais pas forcément qu'on nous pose plein de questions, sinon ça reste au niveau du mental et ça libère pas. Mmh, OK. Rose, peut-on associer l'accompagnement d'Estelle avec un suivi psychologique en même temps? Oui, alors j'en ai beaucoup, qu'on soit, suivi orthophoniste, orthoptiste, Mmh. psychomote, enfin tous les et psychologue. Et là où c'est intéressant dans un suivi, des 2, c'est que dans ce que je vois dans mon accompagnement, souvent l'enfant, ce que je disais, va plus libérer la parole et du coup, il va plus parler et c'est là où ça peut être intéressant avec un psy parce que là, il va pouvoir aller travailler plus et donc dévoiler, avec le psy. Et dans ce que j'ai vu, dans ce qu'on m'a renvoyé, c'est vrai que la manière dont j'accompagne, vu que c'est beaucoup plus global, ça va plus vite. Et une amie qui m'avait dit: «Ah oui, ça vaut 10 séances de thérapie». Ah oui? Et c'est vrai que, bah, pour avoir connu la thérapie classique, parce que moi, en tant que personnel, hein, j'ai fait psychologue, psychiatre, psychanalyste, gestalt thérapeute, tu vois? J'ai fait aussi tout un parcours de toutes les pratiques qui existent Ah oui? et j'ai vu la différence clairement, déjà avec la gestalt et puis après dans les soins, énergétiques, enfin selon comment on accompagne, parce qu'on va directement à l'inconscient. Alors que dans une thérapie classique, on reste au niveau du mental et déjà, il faut des fois plusieurs séances pour que la personne soit suffisamment en confiance pour se dévoiler. Alors Mmh. avec l'enfant, on va jouer,
on va trouver d'autres moyens. Mais en plus, les enfants hypersensibles et donc très intelligents, s'ils n'ont pas envie d'y aller, s'ils n'ont pas envie de parler, eh ben, ils vont balader le psy. C'est-à-dire qu'ils vont raconter ce qu'il veut entendre. Enfin, voilà. Ah, mais il y en a qui sont Ça me super rappelle forts. quelque chose, mais je garde pour moi. Et là, moi, ils peuvent pas me balader parce que ça va au-delà du mental. Donc voilà. Virginie qui demande: «Bonjour, un enfant hypersensible est-il tourmenté? Est-ce qu'il est-ce qu'il sent le problème? Ou alors pour lui, c'est normal, c'est les autres qui sont pas normaux?» Ça dépend, mais souvent, oui, il y a de la souffrance. Enfin, moi, si on vient me voir, c'est que soit il y a des crises de colère à répétition, soit il y a de l'opposition, soit ils se sentent différents des autres, soit ils aiment pas les autres, soit ils se bagarrent, soit il y a un mal-être profond. Il y en a j'en avais une petite, elle avait des angoisses terribles avec tu sais, des rituels le soir. Enfin, elle passait un quart d'heure, voire une demi-heure à partir de 18h parce qu'elle savait qu'il y avait le soir à faire des rituels. Donc oui, il y a une réelle souffrance. Après, il y en a d'autres pour qui ça va et c'est plus le parent qui demande pour que voilà, ça aille mieux et tout ça, mais ça peut être très douloureux, ouais. Victoire qui demande: «Bon, tu as répondu, mais tu vas peut-être pouvoir rajouter des choses. Quelles sont les activités conseillées aux hypersensibles?» Ce qui leur plaît. Mmh. Ça, c'est la première chose, parce que chaque enfant est différent. Et après, ce que je conseille quand même souvent, c'est du taekwondo, Oui, du judo, j'allais dire ouais, karaté. ouais, tous les sports de combat. Alors, trouver celui qui lui plaît. Ça peut être aussi de l'escalade, mais ce qui va, en tout cas, et puis moi, je l'ai vu sur mon fils vraiment, parce que c'est des enfants qui, justement, ont du mal à dire non, ont du mal à s'imposer, sont vite envahis par l'autre. Les sports de combat vont leur apprendre la force à être là, à y aller. Donc après, il faut qu'ils s'entendent bien avec le prof, ça c'est hyper important. Ouais. Il faut aussi que ça leur plaise. Mais je trouve que ça aide vraiment, que ce soit une fille ou un garçon, à, voilà, à habiter le corps, quoi. Et puis surtout, à pas avoir peur de l'autre. Parce qu'en plus, s'ils savent se défendre, bah, c'est plus facile. Eh ben, c'était la dernière question. Bien. Merci beaucoup Estelle, c'était vraiment intéressant et passionnant. Merci Merci à toi. aussi à toute mon équipe, hein, Christelle bien sûr, la meilleure modératrice du monde, elle l'a encore prouvé aujourd'hui, Laurent Jacques, mon co-auteur, hein, Cyril, mon allié de mes émissions, Mathieu et mon fils Lisandre évidemment qui des fois supplée à Christelle pour faire la modération. Hier, c'était lui qui faisait la modération. Alors, si vous voulez soutenir la chaîne, il y a un PayPal dans la description de la vidéo, hein. N'oubliez pas que c'est en grande partie grâce à vous que l'émission est toujours au rendez-vous. N'oubliez pas non plus de vous abonner, hein, c'est important pour moi et c'est une source de motivation énorme. Vous étiez avant le début du live 83 536 abonnés. Je vous fais 83 536 bisous et je vous donne, je vous donne rendez-vous jeudi 13 avril à 18h30 avec la médium guérisseuse Monique Jorland. Ça va être passionnant. Voilà. Estelle, je peux te laisser le mot de la fin. Eh ben, j'embrasse tous ces hypersensibles et tous les autres. Au revoir tout le monde. Au revoir. Bisous.